Merci Caroline. Du coup, Voilà, du coup, je disais donc le programme pour ce soir. Tout d'abord, qui sommes-nous? Alors, nous sommes Caroline, Marilyn et Audrey, moi-même. On fait partie du département des ressources humaines chez JC, puis on est les trois étudiantes en psychologie du travail et des organisations dans la faculté de sciences, d'où notre intérêt pour tout ce qui est équipe, personnel et puis organisation. Donc, je vais d'abord vous dire quelques mots sur le pourquoi on a choisi de présenter ce thème et puis ensuite expliquer aussi en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par le terme travail d'équipe. On verra ensuite les facilitateurs et puis les perturbateurs du travail d'équipe. C'est ce qu'on appelle plus simplement les amis et les ennemis du travail d'équipe. On va parler du social loafing, d'un certain comportement perturbateur qui est l'incivilité. On va parler de la sécurité psychologique, la communication et la coordination. Et puis finalement, on discutera de la différenciation de rôle au sein d'une équipe. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Déjà, c'est un thème qui est très actuel, surtout d'autant plus qu'il y a eu un gros boom d'utilisation du télétravail depuis 2020, donc pour des raisons sanitaires que je crois qu'on connaît tous à présent. Donc c'est aussi quelque chose qui touche tout le monde. C'est soit dans le milieu associatif qui se met en place, le travail d'équipe, mais aussi dans le milieu académique. On a tous fait des travaux de groupe à l'université ou au lycée ou où que ce soit, ou aussi dans le monde professionnel. Donc ça touche tout le monde et puis tout le monde l'utilise, je pense, à peu près tous les jours. Notre idée pour ce soir, c'est de vous faire part de certaines de nos connaissances et puis aussi vous partager quelques tips qui vont vous permettre de mieux appréhender et puis mieux gérer vos travaux de groupe à l'avenir. Donc, la première question à se poser, c'est en fait, qu'est-ce que le travail d'équipe? C'est d'abord une équipe qui est composée de deux, forcément de minimum de personnes. On ne peut pas travailler tout seul quand on est en équipe. Donc, de 2 à 20 personnes. Euh, c'est aussi travailler ensemble sur un objectif qui est commun, donc une tâche commune. Et puis, l'idée, c'est qu'il y a un objectif commun qui est fixé ensemble aussi. Donc, c'est quand on travaille en groupe, on peut utiliser aussi le terme nous. Donc, nous travaillons ensemble. Et puis, ce qui est important aussi dans le concept du travail d'équipe, c'est la notion d'influence, dans le sens où les personnes d'un groupe, elles travaillent ensemble et puis elles coordonnent leurs efforts. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, ça aura de l'impact finalement sur les autres membres du groupe et du coup sur la performance finale. Et la dépendance aussi, c'est un concept important parce que les membres du groupe, au final, ils dépendent du travail des autres, ils dépendent du rôle de chacun, donc ils dépendent de quels sont les efforts mis à disposition par les autres membres du groupe. Donc, je pense, ce qu'on peut retenir dans le concept du travail d'équipe, c'est vraiment le mot ensemble. C'est travailler ensemble pour un objectif qui est commun, fixé par le groupe. Voilà. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est mais pourquoi est-ce qu'on travaille en groupe et quelles sont les raisons pour lesquelles on travaille en groupe et pas forcément tout seul? On note que le plus gros avantage du travail d'équipe, c'est les ressources. Donc, au final, plus on est dans une équipe, plus il y aura de ressources à disposition. Donc, chacun apporte ses compétences, ses connaissances aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de diversité dans les ressources et ce qui permet au final d'avoir une meilleure performance. Donc, plus on a de compétences et de connaissances, quand on les met ensemble, ça fera forcément un plus gros bénéfice à la fin. J'ai noté aussi l'apprentissage. Je pense que travailler en groupe, c'est déjà acquérir les compétences des autres, apprendre des choses qu'on connaissait pas forcément avant. C'est aussi apprendre sur soi et apprendre sur les autres, apprendre à connaître la personne, savoir comment elle fonctionne, quelles sont ses compétences, ses intérêts. Donc c'est assez psychologique comme perspective, mais je pense que c'est vraiment aussi de l'apprentissage de travailler en groupe et c'est quelque chose qui va pas forcément de soi.
On parle aussi du terme synergie. Donc, comme je le disais avant, c'est travailler en groupe, c'est vraiment travailler ensemble pour atteindre un objectif commun qui est fixé. C'est pour ça qu'on peut parler de synergie de groupe, dans le sens où chacun y met un peu du sien et qu'au final, on arrive à un résultat pardon, commun. Voilà, du coup, c'était notre petite introduction. Je vous propose de déjà préparer un stylo et un bout de papier pour l'activité qui aura lieu un petit peu plus tard. Et puis, on vous propose aussi quelques sondages sur mentimeter.com. Vous pouvez vous rendre soit depuis le téléphone, soit depuis l'ordinateur, et puis entrer le code de la room pour pouvoir répondre aux sondages qu'on vous propose. Donc, je vous laisse rejoindre la page. Si jamais le lien est dans le chat, si jamais. Caroline, je te laisse peut-être ouais, aller sur le Menti, comme ça on voit directement les résultats. Donc là, est-ce que vous arrivez à répondre à la première question qui concerne le travail d'équipe? Est-ce que c'est possible juste de pouvoir envoyer le code de la room? Caroline, s'il te plaît. Merci. Ah, parfait. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Si jamais on peut afficher du coup les résultats, passer à la suite. Pour l'instant, je suis désolée, mais je ne vois pas les réponses. Alors, il faut juste que j'arrête le partage. Ça joue, t'arrives à retrouver les résultats? Non, je ne trouve pas les... Je suis désolée. Pas de souci. Marilyn, peut-être que tu les as sous la main ou...
sais pas si vous avez ça. Pardon, mais quand moi je réponds, après je peux mettre envoyez-moi les résultats et mettre mon mail pour qu'il m'envoie les résultats. Oui, j'ai fait ça aussi, mais ça prend du temps. Ok, mais enfin, je me demande si c'est parce qu'il n'y a pas un second sondage qui vient après sur la même présentation. Ah, peut-être. Mais alors on peut revenir après, du coup, c'est pas grave. Je peux. Ok, Ah, je suis vraiment j'ai- désolée. il y a peut-être un espoir, j'ai reçu le mail. Sinon, alors. Oui, alors j'ai reçu, c'est bon. Est-ce que je partage du coup? Ouais, bon, Volontiers. ok. Alors, je fais ça vite fait. Ah, ok, c'est bon, je crois que. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran Oui, c'est tout bon. ou pas? Ok, alors vous avez les réponses pour la première question qu'on voulait vous poser. Donc, on voit quand même qu'il y a la majorité des personnes qui parfois fournissent moins d'efforts. Et ça tombe bien parce que j'aimerais justement vous parler d'un phénomène que vous avez peut-être déjà remarqué dans un travail de groupe, ou vous avez même peut-être fait ou été victime de ce phénomène. Du coup, Caroline, je te laisse repartager le PowerPoint pour que je puisse présenter qu'est-ce que c'est. Et puis, vous allez voir. Alors, le phénomène dont j'aimerais vous parler, c'est donc le social loafing. Et puis, on a une définition ici qui est que quand on travaille en groupe, les individus, ils ont tendance à diminuer leurs efforts et ça affecte la productivité. C'est-à-dire que un groupe peut parfois être moins productif que des individus qui travaillent seuls. Alors, comment ça se fait? Déjà, dans un grand groupe, certaines personnes vont moins contribuer parce que leurs efforts sont pas remarqués. En gros, leurs efforts sont noyés parmi les efforts des autres et autant ne rien faire dans ce cas. Et dans cette même idée, si on regarde les choses de l'autre côté, les membres qui sont motivés sont ceux où on remarque leurs efforts, les apports qu'ils donnent au travail de groupe. Également, s'il y a une personne qui n'est pas considérée comme indispensable dans le groupe, ça veut dire qu'on pourrait très bien la remplacer par une autre personne, ben, cette personne-là va percevoir ses efforts comme superflus et va se sentir moins capable que les autres. Du coup, ne verrait pas vraiment de sens à fournir un effort plus que ça dans le groupe. Et aussi, lorsqu'une personne remarque qu'un des membres du groupe ne s'implique pas dans la tâche que le groupe doit réaliser, cette personne va elle-même réduire sa propre contribution. Donc en fait, c'est un cercle vicieux parce que si on remarque qu'une personne fait du social loafing, on va le faire en fait nous-mêmes, et etc. Ce sera comme une contagion dans le groupe et finalement le groupe fera plus grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre le social loafing? Donc on l'a vu, dans les grands groupes, les personnes font moins d'efforts. Donc il faudrait composer un groupe avec seulement des personnes qui sont indispensables, c'est-à-dire avec des compétences qui sont uniques, où chacun en fait se complète. On voit aussi, et c'est connu en psychologie du travail, que l'autonomie est un facteur super important pour augmenter la motivation. Et c'est pourquoi il faut laisser de l'autonomie aux membres du groupe dans l'exécution de leurs tâches. Et on espère que des personnes qui sont plus motivées auront moins tendance à être sujettes au social loafing. Aussi, s'il n'est pas trop tard, une tierce personne peut intervenir pour pointer les dysfonctionnements du groupe et donner des solutions pour améliorer la proactivité du groupe. Maintenant, on va passer à un autre ennemi dans le travail d'équipe. Alors, un des comportements perturbateurs les plus fréquents qu'on peut rencontrer, c'est donc l'incivilité. L'incivilité, sa définition, en fait, c'est le fait d'être impoli ou alors, voire même porter du mépris envers autrui. Ça inclut également justement les grossièretés,
des discours agressifs, etc. Le problème de l'incivilité, c'est qu'il n'y a aucune réglementation légale par rapport à ça. Les auteurs souvent la comparent par exemple au harcèlement. Vis-à-vis du harcèlement, il y a justement des lois qui permettent de sanctionner ces comportements perturbateurs, tandis que l'incivilité, au final, c'est pas bien, mais on n'a pas quelque chose d'explicite pour justement la combattre. Donc, quelques causes de l'incivilité. Tout d'abord, le pouvoir et le statut. C'est souvent des personnes qui ont justement un pouvoir et un statut supérieur aux personnes qui sont visées par les incivilités. Le problème dans tout ça, c'est que justement, comme c'est des personnes de pouvoir et avec un statut élevé qui sont les instigateurs des incivilités, c'est qu'on n'ose pas forcément justement les sanctionner parce que souvent ils possèdent des compétences et des connaissances qui sont indispensables et pas forcément remplaçables par quelqu'un d'autre. Et du coup, on va laisser ces incivilités couler enfin, les cacher sous la table, comme on dit, et faire comme si elles n'étaient pas là. Un second facteur, ça peut être le sexe. Malheureusement, les instigateurs d'incivilité sont plus souvent des hommes. Euh, Les incivilités sont problématiques justement parce qu'elles apportent des coûts, notamment une diminution de la satisfaction, une diminution de la productivité, une diminution de la motivation, voire même de la créativité. Donc les personnes victimes d'incivilité présentent beaucoup plus d'absentéisme, de turnover, ils ont beaucoup plus de problèmes aussi personnels, que ce soit familiaux, relationnels avec leurs collègues, etc. Donc tout ça, en fait, c'est coûteux autant pour les personnes que pour les entreprises elles-mêmes. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir. Premièrement, justement, l'incivilité est difficile à détecter et à quantifier. Comme il n'existe pas de procédure standardisée, entre guillemets, pour dénoncer les incivilités, on ne sait pas vraiment à quelle fréquence elles apparaissent. Euh, toutes les, toutes les, toutes les incivilités ne sont pas dénoncées non plus parce que justement, il y a de nouveau ces relations de pouvoir et de statut. Donc, les gens victimes ont souvent un statut plus bas, donc ont peur justement de dénoncer ces incivilités qui concernent des personnes de plus haut statut. L'incivilité, ça peut mener à des conséquences très graves si jamais on la laisse se répandre et s'aggraver, telles que des agressions, de la violence, des sabotages ou des vols, entre autres. Hein. Après, il y a plein d'autres comportements inciviques. Et donc, comme je disais avant, l'incivilité se répand en fait. Elles n'ont pas uniquement des conséquences pour les victimes des incivilités, mais aussi pour leur entourage, que ce soit leurs collègues ou même leur famille, à qui justement les victimes vont parler des incivilités. Et dans un aspect plus global, ça touche également les organisations. Et donc, je l'ai déjà dit, mais souvent les victimes n'osent pas justement dénoncer ces incivilités. Donc voilà une question pour vous. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait face à des incivilités dans le cadre de travaux de groupe, enfin en tout cas dans du travail d'équipe, que ce soit professionnel, personnel, académique, scolaire, etc. Vous pouvez simplement voter avec les réactions proposées par Webex, un pouce vers le haut si vous avez déjà fait face ou un pouce vers le bas si ce n'est pas le cas. Ok, du coup, j'ai l'impression qu'on a une majorité de positifs, donc je ne sais pas si certaines personnes ont envie de partager un peu leur expérience des incivilités, justement. Par exemple, quelqu'un qui dit que toutes mes idées sont débiles. Ça, c'est une incivilité qui arrive dans les groupes, enfin la non-reconnaissance de ses idées et puis sans nécessairement argumenter, ou alors tu proposes un truc parce que de ton expérience c'était bien vu, puis on te dit oui mais non, mais moi j'ai jamais fait comme ça donc c'est faux. Voilà quoi.
Et du coup, vous aviez réussi à trouver un terrain d'entente où tu avais trouvé des solutions pour... enfin, Non. Pour le travail de groupe auquel je pense particulièrement, non. On était en conflit quasiment jusqu'au bout et quelques jours avant de présenter, j'ai lâché. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Donc, on présente ça correctement et voilà. quelqu'un d'autre? Je me permets juste, j'ai vu que Corentin avait répondu aussi, mais par la positive, c'est juste. Oui, exactement. Si je me demandais si peut-être ton expérience en tant qu'homme, elle était différente. Peut-être qu'il y a d'autres formes d'incivilité chez les femmes que chez les hommes. Je sais pas si tu as envie de partager un de tes exemples. Ouais, en fait, c'était quand j'étais à l'armée. Et puis, bah, j'ai gradé à l'armée et j'ai eu une fois un problème avec un de mes subordonnés. Et, euh, et en fait, ouais, comment dire, je me suis fait reprendre par mes supérieurs, mais en mettant en avant la cause que c'était mal ce que j'avais fait, entre guillemets, alors que j'avais rien fait de correct. Et puis, du coup, ça me faisait assez penser à l'histoire du statut ou bien du pouvoir. Et puis vraiment, je savais, et je sens encore à ce jour que j'avais raison, que j'ai raison, mais j'ai rien pu faire et je me suis fait limite discriminer et puis un petit peu ridiculiser devant toute l'équipe. Voilà. Ok, ouais, merci. Ouais, j'imagine bien que des fois, quand il s'agit d'autorité puis de hiérarchie, ça doit pas être toujours facile, hein. Ça se voit aussi dans les entreprises souvent, que les plus haut placés ont plus tendance à créer, entre guillemets, des comportements perturbateurs. Et puis ceux qui sont un peu en dessous, plus les subir. Ouais, c'est Ouais, intéressant. ce qui était étonnant dans ce cas-là, en fait, c'est que ça venait de la part de professionnels, sachant que moi j'étais enfin, amateur ou bien en milice, on va dire. Et puis eux avaient vraiment eu un comportement inadmissible vis-à-vis de moi, en me ridiculisant devant mes propres subordonnés, ce qui n'était pas forcément top, quoi. Voilà pour la petite précision. Ouais, effectivement. Ouais, j'imagine. C'est jamais simple aussi. Ça doit être difficile de pouvoir y réagir, hein. Aussi, comme tu disais, Maria. Est-ce que tu te bats pour, ou est-ce que tu dis quelque chose, ou est-ce que tu laisses couler? Non, ça doit être pas toujours simple. Faut oser. Comme le racontait Caroline, il faut oser parler quand ça arrive, même si c'est pas toujours ça. C'est pas toujours facile et faut encore avoir la structure derrière qui est soutenante, quoi. Bah justement, je sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre qui aimerait partager son expérience. Dans le cas échéant, on peut passer aux pistes Moi, d'intervention. j'avais juste une question. Là, on parle plutôt de travail de groupe, mais quand il y a un rapport hiérarchique, est-ce que ces incivilités, elles sont plus prononcées ou plus fréquentes, selon vous, ou elles ont une autre forme? Tu dis par rapport... Bah, par exemple, comme Corentin nous a dit, enfin, il y avait un rapport quand même de hiérarchie. Mais est-ce que du coup, vu que la personne qui est en dessus de nous est plus compétente ou est censée l'être, est-ce que les incivilités, elles sont plus fréquentes dans ce cas-là que si on se trouve dans un rapport ouais, non hiérarchique et puis dans un travail de groupe? Oui, alors ils ont proposé quelques pistes d'explication. C'était que justement, premièrement, les incivilités, elles sont plus fréquentes quand plus, si tu veux, la différence dans la hiérarchie est grande, plus tu as des risques d'incivilité, justement, et notamment avec les gens qui ont un statut très élevé parce que du coup, ils ont plus de compétences, plus de connaissances, et donc ils ont des charges parfois plus élevées aussi. Et en fait, ils expliquaient ça par le stress, en fait, si tu veux, que les gens avec une position élevée, avec beaucoup de responsabilités, étaient beaucoup plus stressés. Et c'est pour ça qu'en fait, ils excusaient ça comme on n'a pas le temps d'être gentil, en fait. Parce qu'ils ont trop de stress, ils ont trop de responsabilités. Et voilà, donc c'était une des pistes d'explication. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu Oui, merci. à ta Merci. question.
Ok, du coup, on passe à la suite. Donc, quelques pistes d'action. Premièrement, établir des règles. On revient au fait que justement, il n'y a aucune législation par rapport aux incivilités. Peut-être qu'il y a certaines entreprises qui justement mettent au point des chartes avec des règles. Donc ça, c'est bien de formaliser, de mettre sur papier des règles explicites. Comme ça, on sait exactement ce qui est attendu et ce qui, au contraire, n'est pas du tout accepté dans l'entreprise ou ou dans le groupe ou peu importe avec les personnes avec qui on interagit. Ensuite, examiner attentivement et récolter des informations pour surtout, en fait, identifier les récidivistes. Ça s'applique tout particulièrement dans le domaine professionnel où les personnes qui commettent des incivilités le font souvent pas qu'une seule fois, mais tout le temps, voire très souvent. Et donc, les auteurs de cet article proposaient en fait de récolter des informations par rapport aux personnes, notamment au moment de leur entretien d'embauche, en fait, de vérifier l'entourage de la personne, de récolter des informations auprès de ses références, par exemple. Et en fait, c'est en agissant comme ça à la source qu'on va éviter justement la propagation et la perpétuation des incivilités. Pour combattre l'incivilité, enseigner la civilité, donc avec de la prévention et des formations, donc par exemple des formations de gestion du stress, de gestion des conflits, entre autres. La politique de la porte ouverte, ça s'intéresse notamment, enfin, ça s'applique notamment pour les personnes, euh, les victimes d'incivilité, donc qui souvent sont de statut plus ou moins inférieur ou modeste. Donc, laisser la porte ouverte, euh, qu'on puisse venir toquer, qu'il n'y ait pas en fait de longues procédures pour pouvoir dénoncer les incivilités. Surtout que les investigateurs savent se dissimuler. Euh, Après, c'est un peu contradictoire avec ce que Corentin nous a donné comme exemple, mais dans la majorité des cas, les investigateurs en fait ne commettent pas les incivilités sur la place publique, mais c'est plutôt un peu plus implicite ou bien caché ou en privé avec la personne. Et justement, par rapport à ces rapports de pouvoir et de statut, il ne faut pas faire d'exception pour les instigateurs puissants, donc qui ont du pouvoir et un statut, parce que ça, ça mène en fait à une contagion des comportements inciviques, parce que les gens voient que ces instigateurs qui ont un peu plus de pouvoir qu'eux ont la possibilité de commettre des incivilités sans être sanctionnés, et du coup, ça pose problème. Donc maintenant, on va passer aux facilitateurs ou amis du travail d'équipe. Qu'est-ce qui peut favoriser une bonne cohésion, une bonne collaboration? Alors, pour ce faire, j'aimerais déjà vous présenter le premier ami dans le travail d'équipe, c'est le psychological safety. Donc là, on a une définition un peu lourde, mais c'est la croyance partagée par les membres du groupe qu'en fait, ils peuvent s'exprimer librement et communiquer sans avoir peur de perdre la face devant les autres membres du groupe, par exemple, s'ils ont fait une erreur ou bien s'ils proposent une idée un petit peu farfelue. Donc, en d'autres mots, c'est pouvoir dire n'importe quoi dans un groupe sans avoir peur de se taper la honte, en fait. Et puis, c'est surtout important quand on se retrouve dans des situations où on veut poser une question à un collègue ou un supérieur, demander un feedback ou demander de l'aide. Et si on n'a pas cette sécurité psychologique, on a du coup cette peur de se taper la honte, de perdre la face devant les autres. Aussi, si on pose une question un peu bête, de passer pour un ou une ignorante ou être comme étant une personne incompétente. Aussi, si on propose une solution, on peut aussi risquer de passer pour une personne négative ou alors passer pour une personne qui perturbe l'équipe. Et si on vous parle de la sécurité psychologique, c'est pour une bonne raison. Ça a de grands bénéfices comme l'amélioration de la créativité, de l'innovation et ça encourage l'apprentissage. Ça améliore la créativité et l'innovation parce que puisque les personnes n'ont pas peur de proposer des idées qui sortent du lot, le groupe va être plus créatif, ça va donner une dynamique innovante. Et aussi, si les employés n'ont pas peur de poser des questions à leurs supérieurs,
ou de demander de l'aide, ça va améliorer en fait l'apprentissage. Et ainsi, on aura des groupes qui sont plus performants. Donc, c'est positif à la fois pour soi-même, mais aussi pour l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour instaurer une sécurité psychologique dans le groupe? Donc, ça passe beaucoup par le leadership. Mais premièrement, il est bon de s'assurer d'avoir des conflits sains. C'est-à-dire que les conflits, s'il y en a, c'est plutôt sous forme de discussion. C'est vrai que quand on n'a pas de sécurité psychologique, on peut toujours appréhender de dire quelque chose et que son supérieur ou bien que son collègue se fâche et que ça découle sur un conflit. Du coup, c'est bien d'instaurer une atmosphère où les personnes, les membres, savent qu'elles sont appréciées et que les conflits, ce sera plutôt des discussions qui ne sont ni embarrassantes ni rabaissantes. Aussi, il faut encourager la prise de parole parce que c'est vrai, et ça s'adresse surtout aux managers, c'est dur pour les employés de faire remarquer que quelque chose ne va pas à son supérieur. Et pourtant, parfois c'est nécessaire parce que peut-être que le supérieur est en train de faire quelque chose qui pourrait mettre à risque soit l'organisation ou bien une personne comme un patient. Et c'est important que le supérieur reconnaisse que oui, c'est possible qu'il se trompe, qu'il fasse des fautes et qu'il ne faut surtout pas hésiter à le lui faire remarquer. Et lorsque un employé s'exprime et arrive à faire une remarque, bien le féliciter et le remercier de son intervention. Et de ce fait, les autres membres du groupe vont voir que bah, si on fait une remarque, il y a pas de conflit. Et ça va encourager les autres à de plus en plus euh, faire de remarques et collaborer avec leurs supérieurs. Et finalement aussi, il faut traiter les autres comme ils voudraient être traités. Euh, c'est ici l'idée de réfléchir avant de s'exprimer et se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que l'autre voudrait être perçu ou alors valorisé? Donc il s'agit ici de bien respecter et valoriser la personne et ça s'adresse surtout aux personnes qui sont en première ligne, par exemple les infirmiers ou autres, de la part des supérieurs. Voilà ce qu'il en est pour le premier ami. Et de ce fait, on va mettre un peu ça en pratique avec une vignette que Caroline va vous présenter d'ailleurs. Voilà. Alors, je vous la laisse lire en même temps que je la lis. Donc, lors de la création d'une maquette en groupe, l'un ou l'une de vos collègues expose son projet et le reste du groupe est enchanté par l'idée. Cependant, ce projet vous semble difficilement réalisable. De plus, vous avez une autre proposition un peu originale et qui vous semble bien plus adaptée. Comment réagiriez-vous? Donc là, on sollicite un peu votre créativité et un peu votre capacité d'innovation pour récolter un peu vos réponses. Donc, n'hésitez pas à vous unmute et à nous partager vos idées. Léane, je crois que tu as levé la main du coup. Oui, moi je pense que je proposerai quand même mon idée. Après, si personne est pour, je vais pas me battre. Et puis je vais suivre la première idée. Je propose quand même, mais voilà. Alors, Inès, j'ai vu que tu n'avais pas pu voir, j'imagine, la vignette. Donc, je la remets, puis vous pouvez continuer à réagir et à proposer vos idées. Et Léane, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu es dans un groupe, par exemple, si on parle d'un groupe de travail à l'Uni, est-ce que tu réagirais de la même manière? Là, t'oserais dire. Mais si tu es dans un groupe au travail, par exemple, et puis que tu as des supérieurs hiérarchiques et que tu vois que ta chef, elle te propose de faire un truc complètement stupide, est-ce que tu vas réagir de la même manière? Est-ce que tu vas oser dire ou alors ça va peut-être te bloquer de te dire, bah, elle est au-dessus de moi au niveau hiérarchique, du coup, j'oserais pas. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Oui, ouais, je pense qu'au travail, je me laisserai un petit peu plus porter si je considère que c'est censé être la leader et puis celle qui est plus compétente.
je pense que je m'imposerais moins. C'est un peu bête, mais je pense que je me laisserais plus faire. On voit de nouveau le poids aussi de l'autorité, hein. Quand on en discutait tout à l'heure avec les problèmes d'incivilité, c'est toujours pas pareil de travailler en groupe quand c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau plus académique. Je pense qu'on a chacun des réactions différentes, quel que soit le contexte au final. Je vois aussi que Corentin a proposé sa réponse, c'est montrer son idée, que, que son idée est meilleure, pardon, et qu'elle en vaut la peine. Donc là, on est plutôt dans une situation, ouais, comme Léane, tu l'as expliqué tout à l'heure, dire que son idée est la meilleure, quitte à se faire taper sur les doigts. Il y a Nathalie aussi qui aimerait lever la main, donc je sais pas si tu aimerais dire quelque chose. Je sais pas si vous m'entendez ou si ça Oui, là on coupe. t'entend. Ah, top. Bah, moi, me concernant, si dans cette situation, franchement, j'exposerais quand même mon idée et j'essayerais de convaincre les autres. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans les travaux de groupe, souvent, tu as une majorité des gens qui vont un peu suivre une idée, comme ça, ils vont dire, ah oui, bonne idée. Mais parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'exposer d'autres idées ou de chercher forcément autre chose, mais qu'après, si tu arrives avec une alternative, après, tu as les personnes qui peuvent dire, ah oui, c'est vrai que ça peut aussi être bien comme ça. C'est comme ça qu'on arrive aussi à faire émerger d'autres points de vue. Et pourquoi pas faire fusionner les deux idées. Donc, je sais pas si après vous allez exposer aussi cet aspect dans les groupes où il y a beaucoup de gens qui restent passifs quand même. Oui, bah là, enfin, ce que tu viens de dire, ça mêle justement tout ce qui est social loafing qu'on a vu juste avant, donc le fait de se reposer sur les autres et de se laisser un peu porter par le vent et aussi peut-être ne pas oser en fait proposer son idée par peur d'être ridicule, donc la sécurité psychologique. J'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le chat. Oui, proposer des alternatives et pas juste dire non. Je ne suis pas d'accord. Et En tout cas, c'est bien parce que la majorité d'entre vous n'a pas peur de s'imposer dans un groupe et se sent suffisamment en confiance pour croire en ses idées. Et donc, c'est déjà une bonne chose de ne pas se laisser piéger par le social loafing, déjà de ça, et puis aussi de se sentir assez en sécurité dans un groupe pour s'exprimer. Et comme on l'a vu, ben, la sécurité psychologique, dans un groupe, ça amène aussi, ça amène à l'innovation. Donc, ça rejoint ce que tu disais, Nathalie, de ne pas rester passif, de pouvoir s'exprimer et puis d'encourager ça surtout. je ne sais pas si quelqu'un aimerait encore rajouter quelque chose sur cette vignette. C'est pas le cas. Donc, nous, on a imaginé 3 possibles catégories de réactions possibles. C'est absolument pas exhaustif, hein. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de possibilités et de nuances dans ces comportements, mais ça rejoint quand même plus ou moins ce que vous avez dit. Donc, premier cas, c'est justement la passivité et en fait le cumul d'insécurité psychologique et de social loafing. Donc, on ne dit rien, on reste en retrait de peur de perdre la face, on se laisse porter par le groupe en fait et on subit. Euh, une solution intermédiaire qu'on a imaginée, en fait, c'est essayer de convaincre ses collègues et pas forcément exposer son idée devant tout le groupe directement, mais peut-être être un peu plus insinueux dans le sens où peut-être après la réunion, aller sur WhatsApp et écrire à ses collègues par-ci par-là, genre ah mais qu'est-ce que tu penserais de mon idée en fait, est-ce que tu trouves que c'est vraiment une bonne idée ce qu'il a eu, etc. Et peut-être si vous arrivez à en convaincre deux, trois, bah, après présenter justement votre position au leader. Et finalement, la troisième solution qui regroupe la majorité de vos réponses, donc c'est de défendre coûte que coûte son point de vue directement, oser exposer ses arguments, y compris si ça implique d'être seul contre tous. Donc voilà. Maintenant, on va passer à un second ami du travail d'équipe. Enfin, c'est plutôt deux en un. Donc il y a la communication
et la coordination. La coordination, donc, premièrement, comment on peut se coordonner à l'intérieur d'une équipe? Premièrement, il y a la coordination informelle. Donc, c'est par exemple dans des tâches de tous les jours ou bien avec des gens qu'on connaît très bien. Donc là, on a mis l'exemple de deux personnes sur un canoë qui vont simplement discuter, peut-être s'engueuler, peut-être s'insulter pour se mettre d'accord sur comment pagayer et pouvoir faire avancer le canoë. Mais ça reste justement très très informel et c'est censé marcher. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus formel, c'est la supervision directe. Donc ça, en fait, c'est une personne qui prend la responsabilité, en fait, pour diriger et contrôler le travail. À l'inverse du premier exemple, en fait, c'est pas une personne qui va donner, enfin, qui va donner un sens à la tâche, qui après l'autre personne va lui répondre, etc. Là c'est vraiment focalisé sur une seule personne qui sait ce qu'il faut faire et du coup c'est elle qui a la marche à suivre et du coup qui donne les ordres aux autres. Ici on a mis l'exemple d'une équipe d'aviron où il y a une seule personne en fait qui donne les directions pour pagayer, avancer, etc. Je ne sais pas comment on fait de l'aviron. Comment coordonner une équipe? Premièrement, on peut standardiser la manière d'atteindre le résultat. Donc ici, on a mis comme exemple, c'est l'inscription de l'université, par exemple. On peut considérer par exemple que tous les étudiants sont un même groupe. Comment on veut faire pour que tout le monde puisse justement s'inscrire correctement? Donc on standardise en fait la manière de faire une inscription. Donc se connecter, mettre ses identifiants, etc. Mais toutes les personnes de l'équipe en fait sont soumises à la même enseigne, à la même marche à suivre, ce qui fait qu'on arrive tous au même résultat. Une deuxième façon de coordonner une équipe, c'est standardiser les produits. Donc par exemple, au McDo, si on veut faire un Big Mac, bah, tout le monde doit faire le même Big Mac. Donc il a la même recette et doit atteindre le même produit. Et, et voilà, donc tout le monde sait exactement comment il faut faire, quelle recette suivre, quelle quantité, etc. Et on a comme ça un seul et même produit qui est distribué en fait dans chaque enseigne McDonald's. Alors, si on se focalise un peu plus sur la communication, c'est que premièrement, il faut qu'il y ait communication avant la coordination. Je m'explique, c'est donc un groupe il communique pourquoi? Premièrement, pour justement contrôler son action et par la suite agir. Donc c'est là en fait qu'on voit qu'on a besoin de la communication pardon, pour la coordination. Premièrement, deuxièmement, pardon, la communication permet de récolter des informations. Ensuite, de demander de l'aide ou du soutien si jamais quelqu'un ne sait pas quoi faire, manque de connaissances, enfin, a besoin de quelque chose. Et donc, en conclusion, c'est que la planification, en fait, est la clé d'une bonne performance. Que rien ne peut se faire sans communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de coordination. S'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de planification et du coup, il n'y a pas de performance. Donc, en conclusion, avant de débuter une tâche, il faut communiquer. Pour conclure avec la communication, donc les deux points principaux, c'est donc de veiller à l'environnement de la communication et donc d'essayer de réunir les quelques points que je viens de vous évoquer. Mais aussi, le closed loop, en fait, c'est de confirmer d'avoir bien reçu le message, c'est-à-dire un peu comme la communication, en fait, dans les tours de contrôle ou dans l'aviation, en fait, où les pilotes, ils reçoivent le message de la tour de contrôle et tout le temps, c'est standardisé, ils doivent absolument confirmer qu'ils ont bien reçu le message. Ce qui permet une communication optimale et d'éviter les crashs, les accidents. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc on va vous proposer une activité pour illustrer ce besoin de communication dans la coordination et dans justement le travail d'équipe. Du coup,
qu'on va faire, c'est après, je sais pas combien on est en tout. On est On est 10. 10 en tout. Donc, on va faire deux groupes de 5. Donc, je vous explique la tâche. En fait, on va faire une espèce de tâche de tangram, en fait, où une personne, on va envoyer à une personne de chaque groupe. Vous pourrez décider entre vous qui c'est qui veut faire cette tâche-là. On va lui montrer une image et elle devra décrire cette image aux autres personnes de son groupe, mais seulement par des mots, en décrivant des formes. Par exemple, faire un trait oblique qui part de gauche en haut et qui descend à droite, mais ou fait un rond, etc. Pour que ensuite les personnes de son groupe puissent redessiner la forme que justement la personne qui décrit, enfin, pour que ça ressemble le plus possible en fait à l'image que la personne décrit. Est-ce que j'ai été claire? J'ai pas l'impression, mais Oui, ça va. ça va. Du coup, Merci pour ton soutien, Jeanne. je vais scinder en 2 sessions et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, du coup, est-ce que vous avez décidé quelle personne allait décrire l'image? Non, on n'a pas décidé. Après, moi, je peux faire si personne ne veut faire. Je suis pas très douée en dessin de toute manière. Je t'en prie, je suis sûre que tu seras très bien. Du coup, c'est toi, Maria, qui va décrire. Allons-y. Alors, je te partage, si jamais, en privé sur le chat, le lien pour l'image. Ok? Ok. Et on doit deviner ce que c'est ça? Retrouver ce que c'est. En fait, elle va te décrire l'image avec des traits, des formes, et toi, en fait, tu devras essayer de le redessiner. Ah oui. Donc, bon, je ne peux pas qu'envoyer à Maria, mais du coup, je vous fais confiance et seule Maria va sur le lien jusqu'à l'image. Voilà. What? Bonjour. Est-ce que vous avez choisi qui c'est qu'allait dessiner, du coup? C'est Nathalie qui s'y colle, du coup. Ok, du coup, alors je peux pas envoyer seulement à Nathalie le lien, mais je l'envoie dans le chat et je fais confiance aux autres personnes de pas aller beuiller qu'est-ce que c'est l'image. Est-ce que vous avez reçu du coup? Ouais, du coup, bon dessin. Ah mais genre là, c'est pas rien quoi. C'est le but. Oh, purée. Mais c'est censé représenter quelque chose de base? Alors si tu veux, c'est utilisé dans le cadre de Alzheimer, je crois, où les gens visualisent cette image pendant quelques minutes et ils doivent la reproduire de tête. Mais non, ça représente rien de spécial. Enfin, de Mais particulier. genre les formes géographiques ou pardon, les géométriques ou je peux pas? C'est-à-dire Ben, triangle, par par exemple, exemple? ouais, triangle, losange, tu Si, vois. si, tu peux. Pas de Ah souci. quand même, parce que C'est sinon. déjà assez compliqué comme ça. Ouais, voilà.
Alors, je peux commencer? Vas-y. En fait, ils vont dessiner où? Une feuille. Une feuille. Ah, ok, ça marche. Bah alors, vous avez votre feuille horizontale. Voilà. Horizontale. Oh, putain. Sur la droite, à droite de la feuille, vous dessinez un losange, plutôt au centre, centre droite. Un petit losange. Non, mais vous voulez que je vous dise ça comment? Un petit losange. Tu sais ce que c'est un losange, Corentin? Non, je sais plus ce que c'est un losange. Attends, mais pourtant, Ah, abuse. ça- mais la honte, aïe aïe. C'est un carré avec Mais c'est comme un cerf-volant. Genau, merci. Cerf-volant, mais les 4 côtés, ils sont Oui, isométriques. c'est bon, ça me revient, ça me revient. Merci beaucoup. Désolé. Ok, donc J'ai vous la dessinez main. un petit. Chérie, tu peux ouvrir ce. Voilà. Vous pouvez. Ok, donc vous avez le petit losange et ensuite sur la gauche. Attendez, j'ai juste un souci. Quelqu'un peut prendre. Je peux prendre le lead hein, si jamais, Nathalie. C'est un petit souci. Je spoil. Ok, est-ce que vous avez tous votre petit losange? Oui. Du coup, depuis le haut du losange, il y a la pointe d'un triangle qui rejoint petit, le haut du losange, mais du côté gauche. En gros, le sommet du triangle doit, doit être dessiné à la... Oh, je sais pas comment expliquer. C'est dur. En gros, le sommet du triangle doit toucher aussi le sommet de ce losange, mais du côté gauche. Je sais pas. Et puis ensuite, le reste du losange va vers le bas, enfin pointe vers le bas. Comme un losange dans les Sims, là. Voilà, qui pointe vers le bas, quoi. Ok. Maintenant, vous pouvez encore couper le rectangle en deux, mais dans l'autre sens. Donc on l'a coupé déjà à l'horizontale, au milieu. Maintenant, vous le coupez à la verticale, toujours au milieu. Et ça va vous donner quatre grands... À l'intérieur du grand rectangle, vous aurez quatre petits rectangles carrés. Ça joue? Ouais. Ok. Ensuite, vous tracez une diagonale entre le coin du grand rectangle, le coin en bas à gauche et le coin en haut à droite. Vous tracez une diagonale, donc une longue diagonale. Ensuite, on prend un peu de recul vis-à-vis de son image. Donc, si on reprend dans le grand... on dirait que je fais l'exercice pour moi, là. Quand vous regardez votre grand rectangle et que vous avez vos quatre petits rectangles slash carrés au milieu, enfin dedans, dans le petit rectangle slash carré en haut à gauche, vous tracez une diagonale, mais perpendiculaire à celle qu'on vient de dessiner, donc du coin en haut à gauche au coin en bas à droite, mais seulement dans ce petit rectangle et pas dans le grand entier. Ok. Ça commence à se compliquer, hein. Ok. Maintenant, on prend un peu de recul, vous avez votre grand rectangle. À l'intérieur de ce grand rectangle, vous avez le cadran en haut à droite. Juste une ligne, pas, ouais, juste une ligne, peu importe. Je vois Caroline est revenue.
Est-ce que c'est la fin du... Oh, je viens juste voir comment Ah, ça. ok. Il galère pas mal de l'autre côté. Ouais, là, c'est pas facile. Et puis là, vous avez fait un trait dans le triangle. À partir de ce triangle-là, faire une sorte de nageoire. Je sais pas comment expliquer. De nouveau, c'est hyper dur à expliquer. En gros, ouais, à partir de... Ouais, dessiner une sorte... un autre triangle au-dessus du triangle, vous avez dessiné votre trait à l'intérieur. Je vois Corentin tellement perplexe. Non, non, c'est calme. J'ai dessiné une nageoire à partir du triangle là. Du coup, je pense que c'est bon. Ok. Ensuite, sur le rectangle... sur le rectangle, mais pas... Oui, sur le rectangle, qui est en haut à gauche. Le triangle le plus en haut, enfin le plus en haut, ouais, qui a sa pointe vers le centre du rectangle, il faut dessiner des sortes comment tu dis ça, pas des stries, enfin plein de traits horizontaux. Voilà, plusieurs traits horizontaux. Et une fois que ça c'est fait, sur du coup, le triangle qui est en... Le deuxième triangle de ce rectangle, de ce petit rectangle-là, il faut... je sais pas comment expliquer. Faire un autre rectangle dans ce triangle-là avec deux traits. Donc rejoindre le côté du grand rectangle au centre du triangle. Au milieu de la grande ligne du triangle, là. Là, je suis perdue. Ah, je suis désolée, c'est tellement nul ce que je dis. Ouais. Attends. On devra montrer après. Ouais, Quand même, vous vous êtes donné de la peine. les... Mais sinon, un détail assez facile qu'on peut dessiner, c'est sur la ligne du, sur la ligne gauche du côté du triangle, sur le côté gauche du rectangle, pardon, du grand rectangle que vous avez dû dessiner au tout début, faire juste un petit trait en haut à gauche de cette ligne-là, un trait horizontal vers le côté gauche, donc à l'extérieur, et ensuite faire une croix, genre une croix de Jésus. Et après, tant pis pour les détails, c'est pas grave, je pense que j'ai pas mal. On peut ouvrir un musée, je pense, là, pour exposer les chefs-d'œuvre. C'était Voilà. le but. Incroyable. On verra si les autres ont la même chose que vous. Si l'autre personne a été plus performante que moi pour t'écrire, mais j'en doute pas. Voilà, je crois qu'on est tous de retour. On se réjouit de voir vos dessins, du coup. Oui, alors si vous voulez bien nous montrer vos chefs-d'œuvre. Voir si ça ressemble à l'original. Pas mal, Franchement, pas mal. pas mal du tout. Bravo Juliette. Et à la personne qui a décrit du coup. Pas Maria, du coup. Moi, j'ai trop honte, là. Il y a une nageoire, hein.
Là, je vois. On va voir la suite. Ah, Inès, on voit pas très bien. Ton image, elle coupe. C'est à cause de ton fond, je crois. Ah, Ouais. oui. Ah, voilà. Alors, je me suis pas mal trompée dans mes diagonales, en fait. Du coup, il y en a quelques-unes. La défense, je me suis un peu emmêlée les pinceaux avec mes diagonales aussi. Et du coup, Corentin, tu veux nous montrer un fabuleux dessin? Oui, bien sûr. Mon Dieu. Magnifique. Tu ne l'as pas dit la croix, par contre, Maria. En vrai, ça va. Marilyn, elle a dit croix de Jésus. Je fais, attends, Ouais, ça va, ça va. ça va. Ok. Je vais quand même vous montrer l'image de base. C'était ceci. Voilà. Ah, ça va encore. Donc on voit que la conclusion, c'est que communiquer, c'est pas si facile. On voit que pour nous, c'est clair, mais pour les autres, ça l'est pas forcément. Donc ça prouve à quel point communiquer, c'est quelque chose de délicat et c'est important de bien poser les bons mots sur les bonnes choses et que on peut dire quelque chose, mais la personne va pas forcément le comprendre de la même manière. Donc c'est juste pour vous montrer la subtilité de la communication et on le voit à travers ce dessin que c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Je sais pas si quelqu'un aimerait partager son expérience ou des remarques sur cette activité. Alors, je ne sais pas si ça a été déjà dit, mais j'ai eu un petit problème de connexion, du coup, je vous ai perdu un petit moment. Mais j'ai trouvé cool parce que Marianne nous a décrit son dessin, puis à un moment donné, elle a dit, ouais, ça fait comme une maison qui est couchée sur le côté. Puis je me dis, au final, c'est hyper intéressant de pas forcément décrire que le processus, mais de décrire le résultat et dire, bah voilà, ça doit donner ça. Au final, comme ça permet que tout le monde ait la même image et ça permet aussi de donner un feedback, se dire, ah oui, ok, c'est bon, j'ai bien dessiné. Donc, si on transpose ça à d'autres tâches ou d'autres aspects de la communication, je pense que c'est bien si on donne une image, puis qu'on décrit le résultat et pas forcément que le processus. Moi, j'ai trouvé intéressant les références communes, en fait, qui étaient OK pour essayer de mettre une image, en fait, sur ce qui devait être dessiné. Je sais plus, il y a quelqu'un qui a dit, mais je crois que c'était Maria, que justement, le losange, c'était comme le truc des Sims qu'ils ont sur la tête. Et j'ai trouvé ça marrant, du coup. Moi, je me demandais, Maria, si pendant qu'on faisait l'exercice, enfin, on était assez silencieuse et je me demandais si ça t'aurait pas aidé qu'on confirme, qu'on manifeste plus par la voix, qu'on comprenait, qu'on voyait ce que tu disais. Parfois j'étais là, genre ça joue et tout. Oui, Mais souvent je venais voir et puis souvent je voyais vos têtes faire genre comme ça. J'étais là, bon, c'est bon, ça va. Mais moi j'ai trouvé hyper difficile dans le sens où vous avez vu, genre j'oubliais ma gauche, ma droite et tout. Je disais en haut alors que c'était en bas. Enfin, je disais le contraire de ce que je pensais. Et en soi, bon là c'est un exercice un peu tout con, mais ça arrive souvent, genre quand on s'exprime dans un travail de groupe, on dit quelque chose. Sauf que il y a tellement de trucs dans notre cerveau qu'on dit le contraire de ce qu'on voulait dire, et du coup c'est mal interprété, puis ça crée des incompréhensions, puis toi t'es là, mais non, je voulais pas dire ça, mais en même temps c'est ce que j'ai dit. Enfin bref, c'était un très bon exemple de... On pense pas forcément toujours ce qu'on dit, ou on réfléchit un peu bêtement. Juste une Moi, question comme ça. Oui, pardon. ah pardon, je voulais juste dire un truc par rapport au dessin, justement. Maintenant que vous nous l'avez montré, ben, j'ai trouvé assez impressionnant que Maria, tu as réussi à en fait... Enfin, moi, quand j'ai vu le résultat qui était
auquel on était censé arriver, j'ai vu plein de traits partir dans tous les sens et je me suis imaginé moi devoir faire le travail de Maria et je pense pas que je serais partie forcément du bon pied entre guillemets parce que t'as fait un truc qui est assez génial, c'est vraiment prendre les grandes lignes en fait, partir du gros et aller dans le détail. Et il y a des il y a des droites là, même si je les ai fait un peu faux. Il y a des droites, je pense que on n'aurait pas réussi à bien les mettre ou à bien avoir la bonne instruction si on n'avait pas déjà eu les grands traits en fait qui étaient tirés. Et vu l'image aussi abstraite que c'était, je trouve que c'est aussi une bonne capacité. Enfin, ouais, c'est une bonne astuce en fait de partir du gros, réussir à décortiquer toutes ces informations puis prendre le plus gros. Voilà. Pardon, tout ça pour dire la même chose. J'avais juste une question. Personne d'entre vous l'avait déjà vu, cette image? Non. Mais il me dit quelque chose par rapport au test de frais ou je sais pas quoi, non? C'est une- Après, je l'ai pas en tête, hein, mais ça me rappelle un peu, c'est le style, je trouve. Alors, je pense que ceux en psycho l'ont peut-être déjà aperçu quelque part, parce que c'est la figure de Ray, en fait. C'est dans un test psychométrique pour les gens qui ont Alzheimer. Jamais. Voilà. Donc, on peut passer à la suite. Je remets juste le PowerPoint. Voilà. Nickel, merci. Bah, du coup, je vous propose de passer au troisième et dernier des amis du travail d'équipe qu'on va vous proposer ce soir. C'est la différenciation de rôle. Déjà, qu'est-ce que c'est un rôle? C'est un comportement typique et attendu qui est caractérisé par la position d'un individu dans un contexte social. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un manager, on va attendre de son rôle qu'il prenne des décisions. Un rôle, c'est aussi un ensemble de normes qui permettent de définir la manière dont on doit se comporter dans une certaine situation sociale ou bien dans le rôle qu'on occupe. Le rôle, c'est un concept qui est assez lié avec la répartition des tâches, à savoir qui est-ce qui doit faire quoi. Donc, quand on travaille en équipe ou quand on travaille en groupe, connaître son rôle, c'est important pour différentes raisons. Déjà parce qu'il existe 4 types de problèmes qui sont liés au rôle. D'abord, on a l'ambiguïté de rôle. C'est je sais pas trop ce que je dois faire ici. C'est une situation qui peut créer du stress, de la baisse de performance et puis l'augmentation de l'intention de quitter l'entreprise, donc le turnover. Ensuite, on a le deuxième problème de rôle qui est le conflit de rôle, qui lui représente l'incompatibilité des demandes qui sont transmises, par exemple, par notre supérieur, et nos propres attentes. L'exemple typique, c'est, par exemple, je suis stagiaire dans cette organisation, on me demande de faire les cafés. Au final, il y a un peu un conflit parce que c'est pas forcément le rôle auquel je m'attends, et puis on me demande de le faire. Donc ça peut être un problème de rôle assez important dans certaines des situations. Ensuite, on a le role scope, c'est le nombre d'attentes qui font partie de mon rôle, donc de mon job. C'est la question de se poser jusqu'où va ma tâche, jusqu'où est-ce que mon job va. Ça, il peut y avoir des problèmes de surcharge ou de sous-charge de rôle, c'est-à-dire est-ce qu'on me donne trop de choses à faire, est-ce qu'on m'en donne pas assez. Donc, s'il y a trop, ça peut créer des problèmes de stress, donc la personne peut se sentir sous pression. Et s'il n'y a pas assez, au final, on me donne pas assez de travail, donc je peux m'ennuyer ou je peux trouver ça aussi monotone dans certaines situations. Et puis, le quatrième type de problème de rôle, c'est l'abus de rôle. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Je vais vous envoyer un lien Internet que vous pouvez aller consulter. Il y a une expérience qui a été faite à Stanford qui démontre en fait comment est-ce que l'abus de rôle peut avoir un impact sur le comportement. C'est assez intéressant et c'est assez fou en fait de prendre conscience de comment ça peut poser souci, pas forcément que dans les travaux de groupe, mais dans la manière de travailler en général.
Donc voilà, ça c'est tout des problèmes qui peuvent affecter finalement beaucoup de choses. Donc ça peut affecter la satisfaction, la performance, comme j'ai déjà dit, le stress. Donc la personne peut être sous pression et pas comprendre finalement quel rôle elle doit jouer dans l'équipe. Ça peut aussi poser aussi souci au niveau de la coordination, donc ne pas savoir quoi faire. Au final, il y a de l'incompatibilité entre les membres du groupe si on ne sait pas ce qu'on doit faire nous-mêmes, si on ne connaît pas non plus ce que les autres doivent faire, ça peut vraiment poser des soucis dans le processus de groupe. Et puis finalement, ça peut aussi poser des soucis dans l'engagement de la personne. Donc si on a un souci par rapport à son rôle, ça peut impliquer qu'on n'a plus envie de s'engager, plus envie de faire des efforts en se disant, bah, ma foi, je sais pas ce que je dois faire, j'abandonne. Donc ça peut être aussi un problème dans le travail de groupe. Donc, comme je vous l'ai dit, connaître son rôle quand on travaille en groupe, c'est super important, surtout et d'autant plus quand on prend conscience des effets négatifs que ça peut avoir, autant sur la performance de groupe que sur la personne elle-même. Donc là, on a noté quelques astuces et puis solutions qui permettent, entre guillemets, de fixer le rôle de chacun dans un groupe. Si on se trouve dans une situation où il y a ambiguïté de rôle, donc c'est je sais pas ce que je dois faire. L'idée, c'est déjà de clarifier les rôles, se mettre au courant de quel est mon rôle, quel est aussi le rôle des autres. Donc, les petits points détaillés dessous, c'est l'idée de se mettre tous ensemble en groupe et puis de prendre le temps de rédiger quel est mon rôle, et puis ensuite de partager ce qu'on a noté sur notre petit papier avec les autres membres de l'équipe, et puis au final de discuter, de donner des feedbacks, par exemple en disant « Ah, toi, tu as noté que ton rôle, c'était ça, moi, je pense plutôt que c'est ça, ou j'ai appris que c'était ton rôle. » Et ce qui peut être bien, c'est que dans les situations où il y a des rôles qui sont pas clairs, ça permet justement de les clarifier et puis d'avoir finalement un meilleur travail de groupe. On parle aussi souvent de cahier des charges. Noter les choses, noter le rôle de chacun. Peut-être se faire des organigrammes avec noter qui est où et qui fait quoi. Ça peut permettre de fixer aussi, d'écrire quelque part noir sur blanc quel est le rôle de chacun, et ça peut permettre à certains qui sont pas forcément au courant de tout d'avoir une meilleure perspective du groupe en général. Aussi, une des manières, c'est de se tenir au courant des avancées qui sont faites par le groupe. Il y a des outils qui existent pour ça. Par exemple, il y a des checklists en ligne qui sont partagées. Donc, vous pouvez utiliser ça si vous travaillez en groupe, hein, en association, ou bien aussi pendant vos travaux de groupe à l'université. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir où est-ce que le groupe en est dans la tâche, et puis aussi quel est le rôle de chacun. On peut assigner une tâche à quelqu'un, lui dire voilà, c'est ça ton job, et puis la personne ensuite elle peut donner un feedback sur où est-ce qu'elle en est dans sa tâche, et puis ça permet vraiment de donner un feedback général pour que tout le monde soit au courant de où est-ce qu'on en est. Je pense aussi que la communication orale, c'est parfois beaucoup plus bénéfique quand on travaille en groupe. Caroline en a parlé tout à l'heure, hein, de la communication. Des fois, on peut avoir des malentendus, de la confusion. Donc, c'est important de favoriser des moyens du genre le téléphone. Je sais que ça plaît pas à tous. Enfin, personnellement, je suis pas fan, mais ça aide vraiment, hein, au lieu d'utiliser des messages ou bien des emails qui peuvent être parfois mal pris. Je pense que favoriser communication orale ou en présence aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Ensuite, ce qui peut être bénéfique aussi, quand il y a de l'ambiguïté de rôle dans un groupe, c'est de réfléchir à quelles sont les compétences. Donc, quelles sont mes compétences à moi, quelles sont les compétences de chacun, et puis de trouver un certain équilibre entre ce que l'autre sait faire et ce que moi je sais faire. Et puis, comme ça, on pourra parler de complémentarité. On en a parlé tout au début, hein. C'est chacun met son effort personnel pour la performance commune finale. C'est vraiment cette idée de savoir qui peut faire quoi, qui est capable de quoi. C'est aussi prendre conscience de quelles sont les envies ou les intérêts de chacun.
Et puis, au final aussi, la disponibilité. Ça arrive souvent qu'il y en ait des qui ont moins le temps ou qui sont moins engagés pour un certain sujet. Donc, je pense que c'est vraiment trois éléments qui peuvent être importants et intéressants surtout à discuter avec son groupe. Donc, rester ouvert, essayer de voir ouais, quelles sont les compétences de chacun et puis qui a envie de faire quoi. Ça permet déjà de distribuer les rôles d'une manière plus précise et puis ça permet aussi de plaire à tout le monde, comme ça tout le monde se sent plus engagé dans ce qu'il fait. On a aussi des solutions en cas de conflit de rôle. Donc là, y a un auteur qui nous propose trois solutions. C'est d'abord choisir dans l'ordre de priorité quelle est l'attente la plus importante. Donc c'est vraiment le cas où, par exemple, on me demande beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas forcément le temps, ou c'est pas forcément mon rôle. Donc l'idée, c'est soit, première solution, c'est d'établir des priorités, puis essayer de faire ce qui est le plus important en premier. Deuxième élément, c'est de trouver un compromis, essayer de trouver un équilibre. Est-ce que j'ai le temps de faire ça, oui ou non? Et puis peut-être aussi de faire des sélections. Ou au pire, ce qui est un peu moins conseillé, mais ça arrive aussi dans certaines situations, c'est d'éviter la situation et de dire cette tâche, c'est pas mon rôle et je veux pas la faire. Ça arrive aussi. Donc voilà, c'est tout plein de solutions qui peuvent être mises en œuvre pour faciliter la différenciation des rôles, donc pour être au courant et conscient de quel est le rôle de chacun et ça va vraiment favoriser le travail d'équipe. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de notre workshop. Donc en conclusion, ce qu'on doit retenir surtout, c'est d'être solidaires les uns entre les autres, de se respecter surtout et de se soutenir. Et ça va nous aider à rendre le travail de groupe un peu plus supportable, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut appréhender et qui est difficile. En tout cas, on espère que vous avez retenu, enfin découvert des phénomènes dans les travaux de groupe et surtout que vous avez retenu quelques tips pour que la prochaine fois que vous travaillerez en groupe, ce sera plus agréable, disons. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu et on était très heureuse de vous avoir présenté ce workshop. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait s'exprimer, une remarque, dites-nous. Moi, j'aurais une petite question. Donc, vous aviez un peu souligné l'importance qu'il y a vraiment une bienveillance au sein du groupe, pour que chacun arrive à s'exprimer et à innover. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que vous pourriez peut-être répéter si je ne les ai pas enregistrés ou est-ce que vous aviez des tips justement pour essayer de créer cette bienveillance-là de manière hyper concrète ou avec les autres dans un groupe, dans un contexte de travail? Alors déjà, il faut encourager les autres à pouvoir s'exprimer et que si disons que si on encourage les personnes à s'exprimer et que quelqu'un va dire une idée un peu folle ou même pas forcément un peu voilà originale qui sort un peu du lot, et ben pas tourner au ridicule cette idée-là, mais justement dire ah ouais accepter plutôt ce que la personne dit et puis encourager à ce que les autres aussi proposent leurs idées et pas parce que si une personne propose quelque chose un peu bête, disons, et que les autres membres du groupe vont être là, ah, c'est trop nul, et ben en fait, tous les autres, ça va les calmer, en fait, et ils vont pas du tout vouloir s'exprimer parce que sinon, c'est la honte, quoi. Donc vraiment, être bienveillant envers les autres et juste accepter que voilà, il y a quelqu'un qui a une idée un peu différente, et tant mieux, ça prouve que le groupe est créatif. Il y avait aussi le fait que si quelqu'un fait une remarque sur le travail de quelqu'un, et ben, pas que ça mène au conflit, mais que ce soit plutôt une discussion constructive, plutôt que ce soit un conflit où on rabaisse la personne, où ça escalade. Il faut garder les choses saines. Et puis ensuite, il faut aussi réfléchir, enfin se mettre à la place de l'autre, comme on l'a dit. Donc, se dire, bah, cette personne-là, elle voudrait être traitée comment? Je pense que cette personne-là, elle voudrait quand même que je respecte ses idées, et que je la considère, quoi. Pas que je pense que cette personne, ce qu'elle fait, c'est un travail pourri, ou si par exemple j'ai un statut plus haut qu'elle, traiter cette personne comme une moins que rien, alors que c'est pas le cas. Donc c'est important de quand même valoriser le travail de chacun
et que tout le monde a quelque chose à apporter dans un groupe. Je sais pas si ça répond à ta question. Ah, merci. Moi, j'avais une petite question pour la dernière partie, là, sur la clarification des rôles. Pour la place du leader, est-ce que, selon vous, elle doit être définie clairement, oralement, ou c'est un rôle qui se prend un petit peu naturellement, puis c'est un peu au leader de dire qui fait quoi? Est-ce que c'est un rôle qui est forcément important dans un travail de groupe? Je pense qu'il est toujours là. Mais ouais, du coup, est-ce qu'il doit toujours avoir un leader dans un travail de groupe pour avancer ou pas forcément? Puis si oui, est-ce qu'on le définit clairement? Euh, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais il existe pas mal de styles de leadership, hein. C'est pas forcément le chef, les subordonnés. Parfois, c'est des hiérarchies plates, comme on appelle ça. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va motiver le groupe plutôt que, enfin, inversement à quelqu'un qui va le contrôler. Donc, je pense, enfin, à mon propre avis, je pense que dans chaque groupe, il y a quelqu'un qui prend un peu plus les devants. Après, est-ce qu'il faut le communiquer clairement et puis dire, toi, tu seras le leader? Je ne sais pas, parce qu'au final, la performance, elle aura pas forcément, elle dépendra pas forcément du fait que on a déclaré le leader, mais aussi en fonction de comment il va leader. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais je pense que ça dépend de toutes les situations. Ça dépend aussi, est-ce que tu es dans un job ou est-ce que tu es dans une association ou dans un groupe d'amis qui doit faire une certaine tâche. Je pense que ça dépend. Faut voir aussi quelle est l'ambiance dans un groupe et est-ce que tu sélectionnes un chef ou pas. Enfin, je pense que ça dépend un peu des situations, quoi. Après, ça dépend aussi des personnes. T'en as qui prennent le lead beaucoup plus spontanément que d'autres. D'autres détestent justement avoir le lead et préfèrent déléguer. Donc, il y a plein de facteurs qui entrent en considération. Merci. D'autres questions, remarques? J'ai une petite question pour la partie sur les incivilités. Vous avez dit que, enfin, une des manières aussi d'intervenir par rapport à ça, c'était la porte ouverte. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais est-ce que dans ce cas-là, on est dans un contexte où il y a quelqu'un d'externe au groupe ou qui intervient ou pas? Alors, c'est tout à fait possible. Dans le sens, porte ouverte, c'était notamment dans les entreprises, ben, c'était que déjà les supérieurs, la direction, voire même les RH, en fait, soient à l'écoute des employés, des gens qui relèvent en fait ces incivilités. Après, c'est tout à fait possible de faire appel justement à un consultant externe si on a peur de relever ces incivilités auprès de nos collègues, que on a peur que ça ait des conséquences, je sais pas, sur notre emploi ou sur nos conditions de travail. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui justement n'ont pas forcément les outils pour faire face aux incivilités et donc qui mandatent des consultants externes. Donc c'est plus une technique pour les entreprises. Je veux dire, c'est pas vraiment applicable à un travail de groupe universitaire. Alors, non, après, je pense que c'est compliqué de faire appel à un Mhm. consultant externe dans le cadre d'un travail de groupe, enfin, dans le sens où je sais pas si ça en vaut vraiment la peine, mais dans le sens où je proposerais plutôt à ce moment-là d'en discuter premièrement avec la personne, d'essayer d'apaiser les tensions, de comprendre le pourquoi du comment, et si vraiment pas, bah quand même se référer à une autorité supérieure, mais ce serait plutôt le prof à ce moment-là ou l'assistant ou comme ça dans le cadre d'un travail de groupe à l'uni, quoi. Merci. Après, c'est sorti de ma tête comme ça, c'est pas de la science infuse. C'est ce que je pense, en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Caroline. Je pense que bah, il y a des conflits à tous les niveaux, hein, que ça soit en entreprise ou bien en cours ou bien dans une assoce.
ça arrive forcément qu'il y ait des conflits, mais je pense que faut essayer de trouver un référent à tout ça. Et puis au niveau de l'Uni, ça peut être, je pense, un des profs ou un des assistants. Si c'est un groupe qui fonctionne pas bien, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à aller voir, pas aller voir ailleurs, à aller voir plus haut, si on peut dire ça comme ça, et puis de faire passer le problème, pas que ça reste un problème à l'interne en disant ah on est tous étudiants, peut-être qu'on va rien dire parce que ça peut avoir des effets négatifs sur le groupe. Je pense que c'est vraiment important de trouver quelqu'un, un des profs dans ce cas-là. Je pense que ça peut être intéressant. Du coup, avant de nous quitter, on aimerait justement recueillir vos avis sur ce premier workshop. Et donc là, je vais vous lancer le sondage. Juste arrêter ça. Et puis, voilà. Donc normalement, vous pouvez donner vos avis. Ok, parfait. Du coup, tout le monde a voté. Et ce qui en ressort, c'est que la majorité ont trouvé bien, très bien et excellent. Donc, je pense qu'on a réussi notre objectif de réussir à vous garder pour une présentation plus ou moins intéressante. On espère que ça vous aura apporté quelques pistes. Donc, là, on en aurait terminé. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Moi, j'ai trouvé top, vraiment. Bravo les filles. Bravo parce que pour avoir déjà vu la matière moi-même en cours, je dois avouer que vous avez réussi à vulgariser à mort et c'était franchement hyper clair. Je pense que ceux qui sont peut-être pas du domaine peuvent attester de la clarté de vos propos. Mais c'était vraiment top, le PowerPoint trop bien, enfin vraiment une trop belle présentation. Bravo. Moi, j'ai trouvé intéressant parce que c'est une présentation qui peut être applicable autant en tant qu'étudiante au monde académique avec nos travaux de groupe éternels, mais aussi plus tard pour le monde professionnel avec le travail en équipe plus général. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant parce qu'il y avait une autre dimension qui ressortait, c'était